C'est sur la route de la mer que l'on se retrouve, puisque c'est une émission au bord de l'eau et en haute mer à laquelle je vous convie. Aujourd'hui, j'ai choisi de cuisiner un poisson noble, un carnassier des mers, dont la chair est à la fois soyeuse et ferme, mais surtout très savoureuse. On le cuisine quasiment toute l'année, même si la meilleure saison de ce poisson se situe autour du mois d'octobre, pour ce qui est du poisson de ligne ou sauvage, bien sûr. Alors le sujet du jour, vous l'avez peut-être deviné, c'est le bar. Il faut savoir qu'il y a 3 variétés de bar. Le bar de chalut, capturé dans des filets. Le bar de ligne, qui comme son nom l'indique, est sauvage, pêché à la ligne, dans de petites embarcations. On ira d'ailleurs à la rencontre d'un pêcheur professionnel, spécialiste de ce type de pêche. Et tout ça avec notre chef à plumes, le grand Thierry Marx, qui a bravé les flots pour l'occasion. C'est assez galère. C'est la carapace est dure, donc il faut la faire rentrer dans l'hameçon. Faut pas que le crabe se barre, quoi. C'est chaud, quoi. Enfin, il y a le bar d'élevage, élevé dans des fermes marines. Et vous verrez que l'on peut aujourd'hui obtenir un poisson, certes un peu plus gras, mais néanmoins très savoureux, à condition de prendre quelques mesures pour favoriser un élevage moins intensif, voire même biologique, comme en Corse. Aujourd'hui, on arrive à élever des poissons qui n'ont jamais subi l'intervention humaine, en dehors du contrôle de leur bien-être et de la qualité de leur alimentation. Parce que la pêche est aussi un sport pour certains, une activité ludique pour d'autres, nous retournerons sur les plages de l'Atlantique à la découverte d'une drôle de tradition originaire du Pacifique. Remise au goût du jour par Didier, la pêche au cerf-volant. C'est la pièce maîtresse qui va assurer la traction de l'ensemble de la ligne. Le bar est l'espèce que Didier préfère pêcher et déguster. Il nous préparera justement une salade tiède de bar aux noisettes. De son côté, notre chef, qui n'est jamais à court d'idées, a choisi une technique de cuisson bien spécifique, un bar en croûte d'argile, un tour de main qui permet de préserver le moelleux et la chair nacrée du poisson. Et si après ça, vous n'avez pas envie de vous mettre au poisson, eh ben je rends mon tablier. Allez, direction la cuisine où doivent m'attendre mes 2 compères, Thierry et Raphaël, qui eux ont mangé beaucoup de poissons parce qu'ils en ont dans le ciboulot. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler poissons, ça vous le savez. Il s'agit du bar. Du bar pour ceux qui sont au nord, du bar côté Atlantique, mais qu'on appelle loup, côté Méditerranée. Et moi, j'ai eu envie de le cuisiner au plus simple. C'est une recette que j'ai apprise d'ailleurs du côté de l'île de Léron et que j'avais envie de vous transmettre. C'est tout simplement un bar en croûte de sel. Tout simplement, c'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de petites astuces, de tours de main à respecter pour le réussir d'une façon optimale et surtout avec l'aide de Thierry et de Raphaël, je pense qu'on ne devrait pas se rater. Alors, le fameux loup, il tient son nom de sa voracité, un carnassier. Mais alors, au fil des années, comment a-t-on décidé de le cuire jusqu'à cette croûte de sel ? Corps fuselé, dos grisâtre et ventre blanc, le bar est un poisson de mer qui barbote dans les eaux agitées de l'Atlantique, de la mer Noire, mais aussi de la Méditerranée, où un brin taquin, il aime à changer de nom pour se faire appeler loup. Il faut dire qu'avec sa bouche fortement dentelée et sa voracité légendaire, ce prédateur peut être considéré comme un gros loupard des mers. Très prisé dans les assiettes, les Français en achètent et en dégustent près de 8000 tonnes par an. La moitié provenant de l'élevage, car, victime de son succès, sa pêche intensive a réduit les stocks naturels de 30% en seulement 4 ans. Mal barré, notre glouton des mers jouit donc aujourd'hui d'une pêche réglementée. En revanche, le prix de notre bar sauvage a lui bien grimpé et il faut compter le double, en moyenne 22 € du kilo, que pour son cousin d'élevage. Mais il reste l'un des piliers de la cuisine des mers. Au four, à la poêle, à la vapeur, au barbecue, en croûte d'argile ou en croûte de sel, à bon entendeur, voilà un appel du pied pour casser la croûte. Et ce qui est certain, c'est qu'avec le bar, on a envie d'être tous les jours vendredi parce que le vendredi, c'est jour du poisson. Une fois de plus, on s'est lancé dans une recette collective. Moi, je propose la cuisson en croûte de sel. Thierry va imaginer une sauce à base de vin. Et oui, souvent on dit que, à base de vin rouge, on dit que seul le vin blanc accompagne le poisson. Eh bien, c'est pas vrai. La preuve, c'est que même une sauce façon bourguignon peut accommoder le poisson. J'étais en plein dans mon discours poisson. Salut Thierry, bonjour Raphaël. Mais oui. Bienvenue, bienvenue. On est dans vous êtes chez vous. Fish time. Voilà, on est dans le poisson jusque-là.
Et on a un beau bar. D'ailleurs, alors on a choisi un bar d'élevage. Évidemment, bon, le bar sauvage, c'est le fin du fin. J'imagine que dans ton restaurant, il n'y a que du bar sauvage. Oui, non. en saison. Le bar sauvage, en fait, dans une très courte période, c'est un produit qui a tendance à disparaître, qui est surconsommé. Alors nous, on a choisi le bar d'élevage pour 2 raisons. D'abord parce que les élevages de poissons, aujourd'hui, la pisciculture a fait de gros progrès dans son empreinte environnementale, dans la qualité du poisson. Et puis c'est moins cher, et ça c'est important aussi. Alors avec notre bar, j'étais en train de vous le dire, tu nous as proposé, ça m'a amusé, parce que c'est plutôt inattendu, une sauce au vin, une sauce un peu bourguignon finalement. Oui, alors du temps d'Escoffier, on l'appelait la sauce genevoise. On faisait ça avec des têtes de saumon. Je crois qu'avec des têtes de bar, ça marchait très très bien. Donc il est bon de le dire, certains vins rouges peuvent tout à fait s'associer au poisson. Ah oui, bien sûr. Alors, à côté de ça, moi, j'ai eu envie de cuisiner avec toi une recette que tu dois connaître, maîtriser bien plus que moi, c'est la pomme Maxime. Oui. Donc, Maxime, c'est ce fameux restaurant parisien légendaire. Elle a été inventée là-bas, cette recette. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est tout simple. Ce sont des pommes de terre qui sont émincées très finement, Exactement. qui vont être montées, chevauchées, on pourrait dire. Tuilées, comme on dit. Alors, on va commencer par clarifier notre beurre. Et qu'est-ce qui va se produire alors En après fait, les protéines vont se séparer comme du petit lait, en fait. Donc, c'est de la matière grasse pure qui va être complètement liquide. Et les protéines, elles vont coaguler et elles vont se séparer soit en haut, soit en bas. Donc, d'un côté, la matière grasse, de l'autre, la protéine, la caséine. Voilà. Donc, tu vas obtenir de l'huile, mais de beurre. Vraiment la matière grasse pure. Il faut laisser fondre doucement, mais surtout sans ébullition, sans rien du tout. Donc, le bain-marie est très adapté pour ça. Ouais. Alors, allons-y. Notre bain-marie. Ce serait quoi la température idéale? Ça fond très vite le beurre, donc tu te mets à 70, 80 degrés. Donc... Très bien. Donc, je fais mon beurre. Après, pendant ce temps-là, je vais peut-être tailler mes pommes de terre. Quoique, ça s'oxyde très vite. Est-ce que j'aurais pas intérêt à les tailler au dernier moment quand mon beurre est prêt? Dernier moment. Bien D'accord. laver ses pommes de terre, avec Bien la les peau. laver. Et puis voilà, je vais commencer ma sauce. Pendant que je lave la peau de mes pommes de terre bio, bien sûr, le chef émince finement des échalotes. Alors, le poisson d'élevage, on a envie d'aller voir comment ça se passe dans ces piscicultures. Et nous, on a franchi la Méditerranée. On est resté en France néanmoins. On est parti en Corse, où il y a une pisciculture, pourrions-nous dire, idéale. D'où vient d'ailleurs notre poisson? On part tout de suite. Nous traversons la France pour rejoindre la côte méditerranéenne et rencontrer Philippe Riera, installé depuis 1992 en Corse. C'est près des îles Sanguinaires, dans le golfe d'Ajaccio, qu'il a développé en pleine mer un site aquacole dédié notamment à l'élevage du bar. Et vous avez un site aquacole dans des eaux remarquables, sur 30 mètres de fond, qui est là depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est certainement, en termes d'emplacement et de qualité d'eau, un des plus beaux sites de Corse et de France. Alors l'eau est bonne parce que le golfe est extrêmement profond, donc l'oxygénation est parfaite. Les courants sont assez forts, voilà, les fonds sont plats. Aujourd'hui, on a une température et une salinité qui correspondent très bien aux espèces que nous élevons. Philippe a entrepris de réaliser un élevage reproduisant au maximum les conditions naturelles pour le poisson de sa naissance à sa maturité. Il faut 6 mois pour obtenir un alevin de 5 grammes et après ça, il faut encore 3 ou 4 ans pour faire un produit, un bar de 800 grammes à 1 kilo. Aujourd'hui, on arrive à élever des poissons qui n'ont jamais subi l'intervention humaine en dehors du contrôle de leur bien-être et de la qualité de leur alimentation. Les poissons évoluent donc en pleine mer, regroupés en faible densité selon leurs âges et leur taille dans de vastes cages de 8 à 15 mètres de profondeur. Et la maintenance est réalisée par 4 plongeurs. Tu fais le petit fil, mais si tu vois un thon, tu le prends. Vous êtes obligé de surveiller ces filets tout le temps parce que les prédateurs les abîment. Et la mer aussi, et les tempêtes. Veillant à minimiser l'impact écologique de la ferme sur l'environnement, l'équipe contrôle en parallèle la qualité de l'eau dans laquelle les poissons évoluent. On nourrit tous les jours, simplement les quantités diffèrent entre la période hivernale et la période d'été. Philippe et ses équipes leur donnent des granulés 100% naturels composés de protéines de poissons et de végétaux, reproduisant ce que les poissons peuvent dénicher en mer. On arrive à doser en fonction des saisons, en fonction des lots, en fonction de leur taille, en fonction de leur âge, la qualité et le contenu des aliments qu'on va leur adresser. C'est une alimentation où on suit le poisson et on le regarde consommer et on suit finalement son appétit, quoi.
Les poissons arrivés à maturité sont alors pêchés. Contrairement à la méthode conventionnelle qui utilise des grues et prélève les poissons en grande quantité au risque de les abîmer, Philippe, lui, utilise chaque semaine de petits filets, les carlets, pour ne retirer que les quantités de bar demandées par ses clients. Nous, on a opté pour une technique de pêche très douce pour le poisson, qui consiste à travailler sur le bien-être du poisson. Son absence de stress conditionne véritablement le résultat de notre élevage. Et d'une façon générale, la qualité de chair, c'est une chose incroyable, mais varie de façon importante. Les bars prélevés partent immédiatement dans l'atelier de conditionnement où ils sont triés et calibrés, mis en caisse et étiquetés pour assurer aux clients leur traçabilité. Puis les caisses sont glacées, fermées, colisées, et elles sont palettisées pour être envoyées aux clients, et elles arrivent partout en Europe en moins de 48 heures. Leur fraîcheur est donc assurée. Ainsi, 1000 tonnes par an de ces poissons labellisés Qualité France sont expédiés et dégustés aux 4 coins de l'Europe et de l'Asie. Un chiffre en pleine croissance qui rend Philippe optimiste pour l'avenir de l'élevage de qualité et raisonné. Et c'est d'ailleurs un bar élevé par Philippe que j'ai choisi. Alors retournons vite en cuisine pour le préparer dignement. Raphaël, le beurre est fondu, qu'est-ce que je fais là maintenant? Alors tu peux le transvaser dans un récipient transparent pour mieux voir un petit peu ce qui se passe. Ah. Après, tu vas le laisser décanter. Donc tu vas attendre un petit peu. Décanter, ça veut dire que les matières se séparent. Voilà, et toi tu vas comme ça pouvoir l'enlever à la cuillère, tu vas filtrer, tu vas récupérer que l'huile qui est au milieu. Alors finalement, ce beurre, on le clarifie, comme on dit, pour permettre de le monter en température et pour éviter que ce que tu appelles les protéines, donc la caséine, ne brûle et ne tache notre préparation de petits grains noirs. Ça va tacher, ça va donner des goûts qui peuvent être après parasites. Alors, à partir de là, on va commencer à tailler nos pommes de terre. Moi j'ai choisi la variété Binge. Est-ce que ça te convient, Thierry? Oui, très bien. Allez, c'est parti. Je tranche ces pommes de terre finement à la mandoline pour les ranger par la suite sur une plaque de cuisson. Thierry, lui, continue la préparation de sa sauce, composée de têtes de poisson bien fraîches, fournie par son poissonnier favori. Alors, tu vois, j'ai placé mes 2 têtes debout. Alors, Pourquoi debout? Parce que je vais les retirer et je vais les arroser au dernier moment de vin rouge et d'échalotes. Et c'est drôle parce que les Japonais appellent ce bouillon le kabuto dashi. Kabuto, c'est un casque. Ah, les casques le bouillon de samouraï. de casque. Et bouillon de tête. Mais comme ça ressemble à un casque, un casque de samouraï. Voilà. Et, donc, voilà. Et je garde les ventres aussi. Ils sont toujours un peu gras, ce qui m'évite. Ils donnent du goût. Ils donnent du goût. Très bien. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais continuer ma recette de pommes Maxime. Tu m'as donné un conseil qui me paraît être une bonne astuce. Tu m'as dit de découper des rectangles, peu importe la forme, de papier sulfurisé pour pouvoir disposer mes pommes de terre dessus, ce qui me permettra en fait de les débarrasser plus facilement de la plaque. Alors, oui, tu les auras bien beurrées au préalable. Ouais. Tu vas les tuiler, comme on dit, comme on dit, fil d'un toit dessus. Je vais les superposer Voilà. en fait. Et quand elles seront cuites, eh bien, tu n'auras plus qu'à les retourner sur ton assiette et les défaire. Ça sent bon, hein? Ah oui, ça sent très bon. Très bon. Thierry, regarde, la deuxième couche, il faut que je la superpose aussi. Voilà, comme je ça. la mets un peu en Parfait, dessous. c'est Bien nickel. comme ça. Super. Pendant que j'ordonne soigneusement mes pommes de terre, Thierry place sa cocotte dans le four à 240 degrés pour faire rôtir ses têtes de poisson. Là, je fais réduire un peu mon vin rouge avec échalote et une belle feuille de laurier, une ou deux belles feuilles de laurier. Et puis ensuite, je vais le verser quand mes têtes vont commencer à se déliter, ou se décomposer, on pourrait dire. Elles vont se séparer de la tête du poisson. Et je vais arroser avec mon vin rouge que j'aurai préalablement flambé. Mais entre 2 sauces et 3 recettes, j'ai envoyé Thierry sur l'île d'Oléron pour aller taquiner le bar sauvage de plus près. Toute une aventure, vous allez voir. Une fois n'est pas coutume, Thierry Marx a quitté ses cuisines parisiennes et pour travailler un poisson d'une extrême fraîcheur, quoi de mieux que de se rendre à la source, en l'occurrence en haute mer, et participer à la pêche du fameux bar moucheté. C'est sur l'île d'Oléron que cela se passe, sur le bateau de Christophe, pêcheur à la ligne depuis près de 20 ans. Et la rencontre entre les deux professionnels est pour le moins matinale. Allez, on y va. Allez, on va y aller là. Hop. Il va... On va essayer de passer une belle journée. Bon, on va larguer. Beau temps, on largue les amarres. Il est 1h du matin. Une journée qui risque d'être longue pour sillonner depuis le port de la Cotinière la zone de pêche située dans l'estuaire de la Gironde. C'est un moment d'émotion parce que c'est un ligneur qui fait une pêche responsable. Donc la ligne, c'est pas le chalut, on connaît. Et
C'est vraiment des gens qui respectent tout un écosystème. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec cette équipe-là. Car contrairement à la pêche au chalut, qui drague les fonds marins et prélève faune et flore sans distinction en détériorant leur habitat, la pêche à la ligne, dite à la palangre, permet de pêcher entre deux eaux et garantit le respect de l'environnement, ainsi qu'une pêche durable et de saison. Mais avant de pêcher le bar, il aura fallu pêcher l'appât. C'est un poisson prédateur, c'est un poisson qui chasse, donc il faut vraiment des appâts vivants. C'est un poisson carnassier. Tu le prends comme ça, le crabe. Ouais. Si tu le piques plus dans le milieu, il va mourir. Thierry n'est pas de trop pour garnir les 160 hameçons reliés par un fil principal muni de petits flotteurs pour permettre aux pêcheurs de visualiser l'ensemble des lignes. C'est assez galère. La carapace est dure, donc il faut la faire rentrer dans l'hameçon. Il ne faut pas que le crabe se barre, quoi. C'est chaud, quoi. Les hameçons chargés, Christophe déroule des centaines de mètres de fil à un rythme cadencé pour définir un périmètre de pêche bien régulier. Je regarde la dextérité, la maîtrise du geste. C'est incroyable quand même. C'est vraiment de l'artisanat pur, quoi. Les lignes lancées, l'équipage s'accorde une pause avant leur relevage. On va faire une petite sieste de 1h30, 2 heures. Tout à l'heure, les gars. Christophe, lui, s'amuse à faire quelques pronostics avant sa sieste. Là, en gros, on va mettre 7000 mètres de ligne pour 1000 hameçons. Là, avec le nombre d'hameçons, si on en pêcherait 100 kilos, bah, ce serait très bien. 7 h du matin, le jour pointe le bout de son nez et nos pêcheurs prennent des forces avant d'aller remonter les 7000 mètres de ligne placées entre 7 et 10 mètres de profondeur. L'équipe suit un procédé strict et défini par le label barre de ligne, mis en place par l'ensemble des pêcheurs locaux pour préserver le poisson et garantir un produit haut de gamme. Il faut que le bar soit pêché vivant. Il est saigné vivant, on le laisse dans un bain d'eau, il se vide de son sang. Et après, aussitôt qu'il est vidé de son sang, on le met dans un bac de glace, comme ça. C'est un poisson qui reste ferme, on peut le garder pendant 8 jours comme ça. Et c'est grâce à cette étiquette que les consommateurs peuvent choisir le beau poisson. Le bar, il est estampillé avec un numéro derrière. Et avec ce numéro, on sait le nom du bateau, le jour de la pêche, le jour de la vente. C'est la traçabilité. En parallèle, Yann, le fils de Christophe et cadet de l'équipage, s'affaire toujours en rythme pour trier le poisson. Une fois qu'il a pincé les poissons, je les pèse et je les classe par poids. 4 kilos. Pour l'instant, on est entre 4 et 5 kilos au plus gros aujourd'hui. Là, le but, c'est de calibrer, ranger, les nettoyer, le mettre propre pour la vente. Là, on va arriver sur les coups de midi. À 15h, 16h, c'est vendu. Et ça arrive demain matin sur les étals. La fraîcheur est ainsi optimale. Thierry, lui, a une autre technique très particulière et est venu du Japon pour saigner le poisson et lui garantir la meilleure qualité possible. Je vais le tuer par Ikejime. Cela revient à perforer le crâne pour détruire le système nerveux du poisson en quelques secondes. Ainsi, en mort cérébrale, son cœur qui continue de battre vide l'intégralité du sang et maintient les autres organes internes intacts. Grâce à cela, la chair du poisson n'est absolument pas altérée. Il est mort et il se vide tout doucement. Comme ça, la chair restera très très blanche et on n'aura pas l'odeur du pourri. Et on peut le garder plus longtemps. Thierry improvise une assiette à la hauteur de son produit, tout en fraîcheur, et réalise de fines lamelles de bar cru. Du poisson de cette qualité-là, j'en coupe pas souvent. Non, là, il a déjà une journée de bateau et une journée de grillé, quoi. Le rêve pour notre chef qui sublime le bar avec du shishimi, une épice japonaise faite de peau de poisson séchée. Et tu trempes ici. Ça, tu pourras jamais le manger ailleurs. Nous, on vient de le couper à cru. Et là, tu as la bonne température du poisson. Il y a 1 heure qu'il est mort. Et là, après, ça, c'est incomparable. Et voici le bar Shishimi. Ultra frais. Dis donc, pas mal ton petit voyage, là, vous vous êtes fait plaisir. Ouais, sorti de la passe par le nord, là, on retourne sur les plages ensuite.
Alors, pour ceux qui pêchent, qui sont pêcheurs professionnels ou amateurs, ils sont plus nombreux, évidemment, c'est quand même compliqué cette ikejime, hein, à ne pas pratiquer sans avoir... Sans connaissance. Voilà, Oui, c'est ça, faut pas le torturer. Faut pas torturer Bah le oui. poisson. L'idée, normalement, c'est de le tuer très très vite. Hein, Alors, Thierry, de ton côté, qu'as-tu fait? Alors, j'ai marqué à l'huile quelques échalotes, tu vois, pour les Ouais. caraméliser, Ah oui, comme carrément. ça, un petit peu. Ça. J'ai mis la feuille de laurier avec, tu vois, ça sent bon. Et je vais aller mettre ça dans mes têtes de poisson. D'accord. Alors, mes pommes de terre sont dressées, salées, poivrées, dessus-dessous. Je les mets au four assez doux, non? Longtemps et assez doux? 160, il faut que tu démarres assez fort. 160, et puis après, tu baisseras un peu. 160 degrés, chaleur tournante, c'est parti. Et on surveille, on va faire quoi? Une bonne demi-heure de cuisson quand même, hein? Oui. C'est ce qu'il faut. Et voilà. Et Thierry en profite pour ajouter une partie des échalotes caramélisées aux têtes de poisson. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du bar. Alors avant qu'on ne prépare notre croûte de sel, je vous propose de découvrir la recette de bar de Thierry, puisque comme vous l'avez vu, c'est un sujet qu'il maîtrise et qui l'inspire. Et il nous a proposé un bar âge de pierre. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Allez, direction Planète Marx, où vous allez le voir, le chef a sa façon bien à lui de cuisiner ce poisson. On va faire un bar hache de pierre. On va le cuire dans de l'argile, dans une pierre. Et on va le servir avec une pomme de terre rôtie au lard. On y va. Il commence par parer un beau filet de bar sauvage, l'enduit de gros sel, le place sur du papier sulfurisé, y appose quelques fleurs d'ail puis une cébette et referme le papier sulfurisé. En parallèle, son second Stéphane étale la plaque d'argile comme une pâte à tarte. In spiritus sancti. Ensuite, le chef enferme le filet de poisson dans la terre d'argile. On appelle ça aussi une cuisson en sarcophage. Alors on s'assure que ce soit bien fermé. Il faut vraiment que ce soit la vapeur qui cuise le bar. L'argile doit être vraiment bien soudée. Il va cuire dans sa propre vapeur d'eau finalement. Je fais un petit trou quand même, mais sans percer le papier, ce qui va me permettre de sonder pour la cuisson. Thierry Marx enfourne le bar pour 10 minutes à 180 degrés. Tu mets le timer ? Et passe à l'accompagnement, des pommes de terre tranchées à la mandoline. Je laisse volontairement la peau pour la saveur. Le chef graisse ensuite un papier aluminium avec du beurre fondu et y appose ses fines tranches de pommes de terre en rosace. Il les surmonte de tranches de lard et tomes de vache, recouvre d'une seconde couche de pommes de terre et emballe le tout en papillotes. La rosace va rejoindre le poisson au four, même temps et même température. À la sortie, Stéphane vérifie la température et la cuisson du poisson. Chef, c'est prêt, hein? Ouais, nickel chrome. Voilà, on va le laisser reposer. Hein. On voit que le papier a empêché la vapeur de trop s'en aller, mais c'était juste pour permettre de vérifier la température au thermomètre ou à la pointe de couteau. Thierry Marx finalise son accompagnement à la poêle pour colorer ses pommes de terre. Tu peux voir si elle est colorée? Ouais, nickel. Tu l'égouttes sur un papier et tu la poses au milieu de l'assiette. C'est parti. Ouais. Super. Maintenant, je vais casser ça. Bon, je ne vais pas non plus comme un fou. Hein. Et le poisson réapparaît. Et voilà. Ah bah là, il est parfaitement cuit et surtout, il est cuit dans son propre jus, dans sa propre saveur. Ça sent les petites fleurs d'ail. Elles ont tout donné. Opération dressage, le bar est tout simplement placé au centre de l'assiette où se trouve déjà la rosace de pommes de terre. Et là, on va finir avec un vieux vinaigre de balsamique, en toutes petites touches comme ça. Quand on va manger, on va venir prendre ces petits morceaux de bar et on va venir tapoter un petit peu comme ça dans ce vieux vinaigre de balsamique. Et on finira par la pomme de terre. Bar cuit en croûte d'argile, pommes de terre rôties et vieux vinaigre de balsamique. Donc Thierry, t'as ta batte? Oula, attention! C'est parti. Art martial, hache de pierre, bar hache de pierre. C'est magnifique et puis surtout, c'est à la portée de tout le monde. L'argile, c'est pas difficile à trouver, hein? Hop là. Alors, c'est de l'argile alimentaire. Faut Ça se vraiment... trouve dans les magasins bio, je pense. Oui.
Alors, moi, j'ai cuit du poisson, mais très honnêtement, on pourrait cuire autre chose. Hein. Des Finalement, pommes de nos terre. recettes se ressemblent un peu. Hein. Poisson à l'étouffée, galette de pommes de terre. De toute façon, l'idée, ça va être de cuire dans sa vapeur pour C'est ça. garder le Oui. moelleux. Pour garder le moelleux. C'est vraiment tout l'intérêt de ces croûtes. Parce que le poisson est composé, pour l'essentiel, d'eau. Ah, faut au le moins rappeler. 75% d'eau. Voilà, donc si on la graisse... Et la tendreté, c'est l'eau qui reste dans l'aliment. C'est comme pour toi, c'est-à-dire que c'est un poisson qui ne doit pas supporter l'à peu près. Parce que comme on a concentré les saveurs... Je croyais qu'il allait dire qu'il fallait pas que je me dessèche. Parce que c'est joli. Alors, ce que cette je vous sauce, c'est recommande- quoi? Alors, c'est pas une sauce, c'est un vieux balsamique que j'ai ramené... d'accord. Le vrai. Le Aceto vrai. balsamico tradizionale. Et- Qu'est-ce que c'est joli. C'est magnifique. C'est vrai que quand même l'apparence contribue au plaisir. Eh oui. Je dois dire que le poisson marié au vinaigre balsamique, déjà, c'est pas courant. Oui. Mais de surcroît, au fromage et au lard, ça l'est encore moins. Ouais. Et ça fonctionne très, très bien. Et cette galette de pommes de C'est vrai terre, que- d'ailleurs, moi, je retiens la recette au-delà du poisson. Hein, c'est une jolie façon de proposer la pomme de terre. Et le poisson est resté translucide. Le poisson, Ah oui, le poisson une a une texture cuisson incroyable. très, très bon. On se régale. J'espère que ça va se passer de la même façon pour notre croûte de sel. Et là, je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide. Oui, Je crois on que va c'est un parler sujet qui sel. t'a inspiré. Tout à fait, j'y mets mon grain de sel aujourd'hui. Merci Thierry. Alors Thierry, moi je vais aller chercher des herbes pour farcir le poisson, parce que je D'accord. me dis comme il va cuire à l'étouffée ben justement, il faut en profiter pour que les herbes puissent dégager leur D'accord. saveur et parfumer la chair. Comme on a un petit potager maison, on Ouais. va pas se gêner. Le chef, lui, finalise sa sauce en versant dans la cocotte le mélange de vin réduit et d'échalotes, en laissant le tout mitonner une bonne demi-heure. Et moi pendant ce temps-là, je vais préparer la croûte de sel. Alors on va mettre 3 kilos de bon sel de mer, sel gris. Je l'ai rapporté de l'île de Ré. J'ai rajouté 7 blancs d'œufs. Bon, tu vas nous expliquer à quoi sert le blanc d'œuf. Et un peu de farine. Alors je ne sais pas trop ce que je mets. En général, je mets 3 poignées, mais c'est une un- poignée pour 1 kilo de sel. Ça joue un vrai rôle clé, la farine. Et C'est ça, hein, on est ça, je vais d'accord. vous le montrer si vous voulez d'ailleurs. Vous allez pouvoir venir juste après. Le temps de bien mélanger mes ingrédients et d'y parsemer quelques herbes sèches, et nous rejoignons Raphaël qui va nous expliquer comment réaliser la parfaite croûte de sel pour une cuisson homogène. Alors j'ai fait des tests pour mais vous. c'est joli, ça. J'ai enrobé une betterave avec soit un mélange gros sel, blanc d'œuf, ou alors dans lequel j'ai mis un tiers de farine. Flagrant. Alors déjà, on voit l'effet visuel. On voit aussi que là, on voit le rose à travers. C'est-à-dire que là, la vapeur, l'eau de la betterave sort beaucoup pas plus étanche. facilement. Donc la farine assure un lien. Et puis maintenant, on va couper, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Assez friable. Ah oui, ça rentre Là, dans on le va produit complètement. sursaler. On voit qu'elle a rétréci. Donc, le sel, faut pas oublier, mais le sel adore l'eau. Il veut fondre. Donc, faut faire attention parce que croûte de sel, ça peut paraître paradoxal parce qu'on veut garder l'eau de l'aliment, mais à côté, on lui met un aliment qui veut absorber l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rendre étanche. Maintenant, on va essayer de. Alors, c'est beaucoup plus dur. Alors. Donc là, c'est une vraie Donc coque. là, on voit que c'est une vraie coque étanche. Et ouais. Ah, c'est beau. Et voilà. Et on voit que c'est pas du tout la même couleur Eh oui. que betterave. Ouais. Plus brillante, plus moelleuse. Là, elle est desséchée. Et terne. Absolument, bah, c'est convaincant. Donc, un peu de farine, ça c'est le message. Et après, on se dit, c'est un peu dommage quand même de jeter tout ça. Si vous remettez cette croûte vraiment à sécher très longtemps dans un four, à chaque fois que vous cuisez des tartes, des choses comme ça, vous pouvez très bien la repasser un peu au mixeur, alors un robot, ou enfin ce que vous voulez, ou un petit. Là, ici, c'est un petit moulin à café. Et là, vous allez avoir un sel fin. Il fallait juste l'arrêter. Raphaël de la cuisine. Et là, Donc il y c'est a un pas de- sel aromatisé. Donc moi j'aurais un sel de poisson, toi tu as un sel de betterave. Naturellement. Alors, l'intérêt, c'est que tu as mis dedans ton laurier. Ah oui, le en thym, plus. tu auras un sel naturellement C'est une bonne aromatisé. idée, ça. Et puis, ne pas jeter, on peut vraiment récupérer. C'est avant tout du sel qu'on utilise, donc gardons ce sel. Et bien fort de tous ces conseils, nous allons creuser le sujet, nous allons revenir aux produits, comme on dit chez les chefs. Et on va partager avec vous une découverte. Alors en Europe, c'est une première, la pêche au cerf-volant. Et c'est Didier qui la pratique du côté de Bordeaux. On retourne en Gironde. Et vous allez voir que cette technique est poétique. C'est tout naturellement sur la côte bordelaise que je vous emmène cette fois-ci prendre un grand bol d'air marin et quelques embruns. Je dois y retrouver Didier Vialard, déjà affairé sur la plage super sud de Lacanau. Ce natif de la région qui pêche tous les poissons et notamment du bar depuis ses 15 ans, veut me faire découvrir une technique inédite, la pêche au cerf-volant.
Quand on pêche au cerf-volant, on va utiliser l'air, la surface de l'eau et sous l'eau. Le choix du spot, tant pour la mer que pour le vent, est donc primordial. La localisation, elle est très simple. Derrière moi, c'est l'est et devant moi, c'est l'ouest. Donc, on va utiliser des vents d'est, des vents de terre, sur 180 degrés. Ici, on est sur une sortie de baïne, ce qui est intéressant parce qu'on va utiliser aussi le courant. Donc, ça va être notre poste de pêche, tout simplement. Il faut maintenant installer l'équipement du matériel développé et conçu par ses soins, car il est le seul à pratiquer cette pêche en Europe. C'est un cerf-volant que je fabrique. C'est la pièce maîtresse qui va assurer la traction de l'ensemble de la ligne, c'est-à-dire 3000 mètres de fil. Et une fois qu'on a fait décoller le cerf-volant, on va gérer notre pêche à partir de là. Un treuil solidement arrimé au sol et depuis lequel il tend ou détend le fil de pêche assorti de 5 hameçons. Moi, j'aime bien travailler avec de l'encorné. C'est, disons, l'appât universel. Didier lance son fil à l'aide du cerf-volant. La pêche peut commencer. Si je veux chercher du joli poisson, j'ai pas le choix, il faut que je parte au large. Le poste de contrôle, il est là. Et avec le système du cerf-volant, on va partir au-delà des limites physiques possibles d'un lancer avec une canne à pêche. Et en plus, c'est d'une simplicité absolue en termes d'utilisation. Avec un cerf-volant qui peut atteindre 50 mètres de hauteur et une ligne de pêche qui part à plus de 500 mètres de distance, Didier retrouve les sensations de la pêche au gros depuis le bord, sans bateau et les pieds au sec. Cette pêche nous apparaît nouvelle, bien que cette nouveauté a au moins 10 000 ans. Pourquoi 10 000 ans? Parce qu'il a été retrouvé dans le sud-est de la Chine il y a quelques années de ça, des peintures rupestres qui décrivaient la technique et ces peintures, on a pu les dater. Mais c'est en Micronésie que cette activité a été créée. Et c'est à la faveur d'un voyage dans cette île du sud-est asiatique en 2011 que Didier s'est lancé dans cette aventure. J'étais sur un atoll et j'ai vu au loin un adulte avec un cerf-volant. Et quand j'ai vu qu'en fait le gars était en train de pêcher, je me suis dit, oui, effectivement, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Alors le fil est tendu là. Si le fil est tendu, c'est qu'il y a quelque chose au bout. Ça c'est. Mais là, je crois qu'on n'a pas fait le déplacement pour rien, c'est bien. Et voilà, une barre mouchetée, sympa. Plus de 50, plus de 50 cm. Il l'écaille sur place par praticité et le vide dans la foulée pour optimiser sa conservation. Hop, au frais, dans la glacière. Voilà, et puis maintenant, retour à la maison. Didier aura donc pêché 2 bars dans l'après-midi, un bon score, sachant qu'un particulier ne peut pas en prélever plus de 5 par jour. La quantité sera largement suffisante pour réaliser sa recette de prédilection, une salade de bar tiède. Cette recette, elle me convient parfaitement parce que on va être à la fois sur une base salade, on peut manger l'été, et le poisson, on va le passer à la salamandre, c'est-à-dire qu'il va être nacré et nappé d'huile de noisette. Donc là, il est écaillé et vidé et on va lever les filets. Alors, je vais l'inciser depuis la tête, tout simplement. Alors, on coupe en biais, toujours. Et là, je retourne le couteau, je plaque la main gauche et je suis tout simplement mon arête centrale. Par précaution, il part le filet de chaque côté pour ôter le maximum d'arêtes. Alors on va laisser la peau dessus parce que comme on va le passer à la salamandre, la peau va préserver la chair au moment de la cuisson. Il réserve ses filets de poisson et dresse la salade le plus simplement possible. Le sel, on va le mettre au fond de l'assiette parce qu'on va manger du poisson de mer qui est iodé et le sel pourrait altérer son goût. Il l'associe à du piment d'Espelette, cisèle une échalote et de la ciboulette fraîche,
qu'il répartit sur un mélange de jeunes pousses de feuilles de chêne et d'épinards. Moi, j'aime bien travailler à l'assiette et pour travailler à l'assiette et retrouver un goût uniforme sur les sauces, je travaille avec des petits pots. Petit pot dans lequel il mélange 2 cuillerées à café d'huile de pépins de raisin, 1 cuillerée d'huile de noisette et une belle rasade de vinaigre de vin préparé maison. Et puis voilà. Les filets de bar, eux, sont coupés en fines tranches. Je prends de l'huile de noisette au pinceau et on va tout simplement badigeonner le fond du plat. Puis là, on va répartir le bar en fond de plat. Alors je dis bien en fond de plat et on ne va pas le superposer en couches. Un dernier coup de pinceau d'huile de noisette sur le poisson et celui-ci peut passer au grill dans le four préchauffé à 200 degrés. 30 secondes, pas plus. Le but de l'opération, c'est de nacrer la chair du poisson, c'est-à-dire de la cuire sans la cuire. Aussitôt ressorti, il ne reste plus qu'à disposer les tranches de poisson pour finaliser l'assiette. C'est cuit en partie supérieure et plutôt cru en partie intérieure. Voilà. Et c'est dégusté dans la foulée que ce plat est le meilleur. Oh, c'est excellent. C'est l'émotion qui parle. Ah oui, c'est vraiment très très bon. C'est beau, hein, cette pêche. En plus, il a eu de la chance ce jour-là, il a pris. Ah ouais, absolument. Et un bar moucheté. Donc, vraiment, sur les côtes de la Cano, là, on en trouve pas mal, mais il faut quand même le sortir de l'eau. Mais ça demande un sacré matériel, hein? Oui, ça demande un sacré matériel, mais on a quand même un monsieur qui connaît son affaire. Moi, je suis admiratif. Je trouve que c'est une très jolie pêche. Je ne connaissais pas en France, je n'ai jamais pratiqué. Moi, en France non plus, pas du tout. Mais ça donnera des idées à certains, ça, je suis sûre. Alors justement, ce bar, le nôtre n'est pas moucheté, mais il est de belle dimension. On a un bar d'1,5 kg. C'est là que ton savoir-faire, une fois de plus, entre en jeu, puisque j'aimerais bien que tu me vides ce poisson par les ouïes pour, une fois de plus, éviter d'ouvrir le ventre et que le sel ne pénètre par le ventre. Je vais enlever les nageoires parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. On n'enlève surtout pas les écailles. Bah non. Alors les écailles, là aussi, vont faire ça va faire une contre protection. Le sel. Un petit peu de dextérité, mais ils vont voir que c'est pas très compliqué non plus. Thierry réalise cette étape avec une précision chirurgicale et en seulement quelques minutes. Je ne suis pas mécontente de l'avoir à mes côtés. Alors, je vais commencer à disposer mon sel, puisqu'évidemment, le principe, tu nous l'as expliqué, c'est de l'enfermer complètement. Donc, il en faut en dessous et au-dessus. Alors, moi, j'ai recueilli cette recette auprès de Jean-Pierre, qui vit sur l'île de Léron, qui connaît le poisson, d'autant plus qu'il est restaurateur. Et la recette, on ne l'a pas inventée, hein, ça c'est certain, ça fait bien longtemps qu'on cuit en croûte de sel. Sauf que lui m'a donné une indication, une astuce que je trouve déterminante dans la réussite de la recette. C'est qu'au lieu de coucher le poisson sur le côté, comme je le faisais jusque-là, on le met droit. Et la cuisson est beaucoup plus uniforme. Toute l'humidité va redescendre. On va avoir un côté qui sera plus cuit et plus sec et un côté qui baignera un peu. Il y aura 2 filets différents. Alors que là, on est vraiment dans beaucoup plus homogène. Voilà, dans une homogénéité. C'est tout bête. C'est pas difficile parce que le poisson est assez stable. C'est un poisson ventru. Et ça fait vraiment la différence. Qui sort, c'est impeccable. Alors, en parlant de ventre, moi j'avais été chercher ces branches de fenouil. On peut les mettre par la gueule, du coup. Bien sûr, bien sûr. Et clac, avale ça. Voilà. On le sèche un peu? On va le sécher, j'ai prévu un plateau. Tiens. Et voilà. Belle bête. Voilà. Allez hop. Bah voilà, quand je vous disais que ça tient tout seul. Et maintenant, on y va avec ces petites mimines. Et c'est là que ça se corse quand même, hein, parce que c'est pas si simple. Il faut faire un bâti. Tu mets un bâti latéral, puis tu vas commencer à faire du bâti comme ça. Voilà, là sur la queue, ça devrait aller. Là, c'est parfait. Allez, c'est parti. Pour 30 minutes, avec un premier quart d'heure à 240 pour bien saisir la coque et un second quart d'heure à 200 pour cuire uniformément l'ensemble. Un temps de cuisson qui va nous laisser le temps de partir vers les côtes bretonnes pour découvrir une dernière recette. Bar en portefeuille, ça vous dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce que c'est, Thierry? C'est une découpe, le bar en portefeuille pour moi, avec un pliage particulier. On ouvre le bar comme un portefeuille. Exactement. Et à l'intérieur, magique, il n'y a pas Des d'arrêt. trésors. Et notre prestidigitateur du jour, c'est Patrick. Il est breton, forcément il s'y connaît en pêche au bar. Et il va nous proposer sa recette de bar en portefeuille. Nous partons sans attendre sur les côtes sauvages du Finistère, rejoindre Patrick Cadour, conseiller en marketing. De cette région où il a passé son enfance, Patrick garde un amour invétéré pour la pêche sous toutes ses formes, que ce soit à pied ou en bateau.
J'ai vraiment une passion pour la mer, en fait. Aussi bien ce qui se passe dessus que dessous. Tant qu'on ne me demande pas de me baigner, tout va bien. Alors tout va bien se passer, car avec nous, il va cuisiner. Une version du bar dite en portefeuille. La première étape consiste à préparer un beurre aux algues. Alors on commence par couper des morceaux de beurre pour le mettre à température ambiante. Il va y intégrer des algues, des noires appelées nori, des rouges, les dulces, et des vertes, les laitues de mer, qu'il réduit en paillettes. Alors l'intérêt de l'algue, c'est qu'elle va... C'est pas juste pour décorer ou pour faire mode, c'est parce que ça va rehausser la saveur iodée du bar, qui en manque parfois. Il le réserve au frais et passe au deuxième assaisonnement local lui aussi, l'échalote. Il en émince 5 grossièrement et toujours au couteau. De cette façon-là, on ne va pas l'écraser, on ne va pas l'échauffer, elle va vraiment conserver sa splendeur. Il les met de côté et passe à la pièce principale. On a une très jolie pièce d'1,5 kg. Toutes les écailles sont bien intactes. L'œil est bien bombé, la peau est brillante, les parures sont libres. Donc on a de la fraîcheur, on a de la chair. C'est un poisson quand même assez technique, bien sûr à pêcher, mais aussi à cuisiner. C'est aussi un peu un challenge que moi je trouve plus intéressant que de faire des sardines, même si j'adore ça. Mais le plus technique dans cette recette reste la découpe de l'animal, qu'il faut au préalable parer et écailler. Donc voilà, j'ai lavé mon poisson après l'avoir écaillé. Donc on va pouvoir passer à la découpe. Alors je commence comme si je faisais des filets de poisson normaux, en allant attaquer par derrière. Et donc on passe au-dessus de l'arête, au-dessus des arêtes centrales. On y va doucement, progressivement. J'ai pas fait de recherche pour savoir d'où venait le nom portefeuille. Je pense que c'est à cause de l'ouverture en poche comme ça, comme un portefeuille classique. À cette étape, seule l'expérience et la bonne connaissance de la morphologie du poisson font la différence. Le coup de main, il consiste vraiment à allonger l'arête au plus près possible pour pas en perdre, quoi. Et donc pour ça, on essaye de travailler toujours horizontalement par rapport au poisson. Patrick découpe maintenant l'arête centrale pour la retirer totalement. C'est coriace. Moi, j'ai pas beaucoup de force, mais j'ai des bons ciseaux. Sur lequel on n'a vraiment pas laissé de chair. Reste à vider le bar, une étape ingrate, mais que Patrick effectue rapidement et avec dextérité. Et voilà la bête. Alors une fois qu'on l'a bien essuyé, bien nettoyé, il n'y a plus qu'à le mettre dans le plat de cuisson. Voilà. Alors moi je commence par le mouiller avec le vin blanc, alors un peu en dessous, pour pas que ça colle bien sûr. Et donc on aura en fait le fumet du vin qui va se dégager. Patrick n'a plus qu'à disposer le beurre aromatisé par-dessus. C'est une recette à la bretonne, donc on ne pleure pas le beurre. À ajouter les échalotes. On en met autour pour parfumer le jus de cuisson qui va se faire. Et en touche finale, à saupoudrer quelques cuillerées de chapelure. On va la rajouter au dernier moment avant de passer au four, de manière à ce qu'elle ne crée pas une croûte molle au contact de l'humidité. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, ce n'est que du pain. Il enfourne son plat à 200 degrés et la pièce d'1,5 kg nécessitera près de 25 minutes de cuisson. Alors moi j'ai un truc pour la cuisson du poisson. Quand l'œil est blanc, le poisson est cuit. Mais il faut quand même regarder, tâter un peu. Moi je fais tout à l'œil et au toucher. À l'arrivée, le poisson est bien doré. On va le laisser comme ça dans son plat chaud pour que la chair se détende pendant 2-3 minutes. Le temps de préparer les assiettes. Avec une belle garniture maraîchère composée de carottes, de panais, de choux romanesco, de fenouil et de brocolis violets qu'il dispose en couronne avant de placer une belle part de bar croustillant. On obtient ce qui est un vrai plat de fête avec vraiment beaucoup de saveur. Mais retournons au plus vite en cuisine car notre bar doit lui aussi être fin prêt. Thierry, il a pris un petit coup de chaud quand même, notre poisson, et là. ça, je l'assume parfaitement, c'est de ma faute, mais je trouve que cette rayure noire qui lui donne un côté volcanique, c'est magnifique. Ça te plaît. Comment on se casse ça? Est-ce qu'on le casse sur la crête
Alors moi, je Ou le sur le casse. côté? Je le casse, j'essaie de donner un coup sur le côté. Et D'accord. puis après d'enlever la structure délicatement. Ça marche? Waouh! Superbe! On a presque l'impression qu'il n'est pas cuit. Ouais, Il est c'est parfait. vrai. Hein. Ouais. Quand on touche, alors il y a une bonne astuce, quand vous touchez comme ça et que ça se dégage un peu de l'arête, bah, tu sens que ça se sépare, c'est cuit. À partir de là, on va lever la chair, Ouais. disposer ça dans les assiettes avec nos galettes de pommes Maxime et ta sauce bourguignon de poisson. Alors, les garçons, on va servir les assiettes. Oui, vous voulez un petit coup de Voilà. main? Attends, je vais prendre la plus jolie pour nos invités et je mettrai la sauce là-bas. Vous aider. Ah, elle a bien réduit, là. Elle est belle, la sauce, là. Ouais. Magnifique. Ah, tu sais, en plus, Ouais. Bourguignon de poisson. Allez, on va être un peu généreux. La sonnerie retentit au bon moment. J'ai invité aujourd'hui 2 spécialistes de la mer, bien sûr, et surtout 2 aficionados du bar. Frédéric Lavion, qui arrive du Finistère, un pêcheur de bar de compétition, autant vous dire qu'il connaît bien le sujet. Et Patrick Cadour, qui, comme vous l'avez vu plus tôt, a plus d'un tour de main pour cuisiner et déguster notre poisson roi. Installez-vous, installez-vous. Le fruit de notre pêche. Alors nous, on est allé pêcher dans une pisciculture. On a eu beaucoup moins de mérite que vous. Mais c'est intéressant de parler de ces différences-là. Et puis d'évoquer ce beau métier, j'allais dire, pour vous. Et cette activité de passion pour vous qu'est la pêche. Ah, vous avez écrit un livre de recettes. Oui, mais sur la pêche à pied. Alors le bar, c'est pas terrible. Le principe, c'est de garder toujours les pieds par terre. Sinon, ça devient de la natation. Je ne vous cache rien. Et ne pas utiliser un masque ou une caisse à fond vitré pour repérer ses proies, quoi. Mais c'est de la recherche, parce que quand on pêche dans le sable, on pêche en voyant les trous ou les petits jets d'eau qui sortent. On n'a pas de canne, on a Donc, ses yeux, quoi. On est sur un mystère. Alors, on vous propose ce bar cuit en croûte de sel aromatisé avec une sauce bourguignon de poisson et des pommes Maxime. Voilà, j'espère qu'il saura vous séduire. Une belle Et promesse. si vous voulez davantage de sauce, elle est là disponible. Non, mais ça devrait aller, merci beaucoup. Fred, une petite question. Comment devient-on champion de pêche? D'abord par passion, parce qu'il faut aimer la pêche. Et puis ensuite, il s'est créé il y a une douzaine d'années un championnat de France de pêche au bar qui regroupe jusqu'à une centaine de bateaux, une centaine d'équipages de 2. Et c'est celui qui ramène les 5 plus gros poissons. On dit souvent que c'est l'une des pêches les plus difficiles, les plus nobles. C'est vrai? En quoi ce poisson est-il difficile à attraper? Alors, il est noble. Il est noble d'abord parce que c'est un très très beau poisson, c'est un poisson carnassier. Il est difficile pour le béotien, mais quand on sait le pêcher, finalement, c'est relativement simple. Il a un comportement alimentaire très agressif. Donc si on lui met le bon appât, le bon leurre au bon moment... On est sûr qu'il va venir le arrive à titiller. Ça nous initie à la nature. Moi, je trouve ça très très bien. Ce sont des sports utiles parce qu'on comprend ce qu'on prélève dans la nature. Et c'est comme quand on se met au travail agricole, quand on commence à faire pousser ses premières tomates, on se dit ah bah ouais, c'est pas n'importe comment et c'est pas n'importe où. Et ça prend du temps. Exactement. Ouais. Pourquoi dit-on que cette pêche au bar est si dangereuse? Le bar aime bien les endroits mouvementés, les zones de houle, les zones de fort courant. Donc forcément, si on ne fait pas attention, si on n'est pas attentif à son environnement, à la houle et au courant, on peut très vite se mettre en danger. Il y a des précautions à prendre. Mais c'est la mer. Hein. Et alors vous, Patrick, pêche au bar également? Pêche au bar aussi, donc je vais pêcher dès que c'est possible. Et je ne pêche qu'en saison du bar, c'est-à-dire plutôt à partir de septembre. Alors quelle est la saison? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On est dedans alors. Logiquement, la saison de pêche du bar, elle va du mois de fin mars jusqu'à l'hiver, jusqu'à décembre. Après qu'ils effrayaient finalement, Alors, c'est ça? tout à fait. En fait, il faut essayer de leur laisser le temps de se reproduire. Donc on essaie de militer pour qu'il y ait une interdiction totale de la pêche du bar pendant une courte période. Mais bon, en tout cas, si on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à manger du bar sauvage, et j'insiste bien sur du bar sauvage,
Ben oui, à un moment donné, il va falloir arrêter de le pêcher pendant une période. Qui est courte en plus, hein, Qui est courte, janvier à fin mars, quoi, c'est ça. 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Donc, je ne vais pas poser la question à Patrick qui nous a répondu. Votre recette favorite de bar, le bar en portefeuille, et merci de nous l'avoir transmise. Oui, Elle est délicate, c'est simple et faisable absolument. vraiment. Une fois qu'on a le tour de main. Quant à vous, Fred, alors moi, façon de valoriser le poisson. Moi, je suis un véritable fan du carpaccio. En fait, je ne peux pas avoir le bar plus frais que celui que je ne pêche et que je ramène à la maison. Et quand le poisson est tout frais, nacré, moi je fais une petite sauce avec des fruits de la passion pour rehausser un petit peu, mettre un petit peu de peps, Acidulé. un tout petit peu de coriandre et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de notre plat? Vous voyez, l'assiette parle d'elle-même. Patrick, ça parle de ça avait l'air délicieux. Ça vous a plu? C'est plié là. La croûte de sel, c'est génial. Moi, j'adore. Je fais beaucoup de choses en croûte de sel. Puis le jus avec les têtes de poisson. Alors ça, c'est une idée de Thierry, une sauce bourguignonne, mais à base de poisson. Donc au vin rouge. Au vin rouge, ça sentait déjà très bon en cuisine, mais c'est parfait. Tu as les têtes debout. Tant à dire, on a parlé cuisine, on a parlé recettes. Moi, ça m'a donné envie de la refaire, cette recette d'ailleurs, une recette collégiale. Mais on a surtout parlé de pêche et d'élevage, qui se doivent tous deux d'être responsables, d'être durables, d'être sensés, de façon à assurer les stocks, à assurer à nos générations futures de pouvoir continuer de manger du poisson et de ne pas polluer la planète. Je sais que c'est un discours qui est un peu rasoir parfois, mais je pense que dans quelques années, on va se rendre compte qu'il est vraiment indispensable. Alors continuez de manger du poisson, mangez-le d'élevage, mangez-le sauvage, ouvrez les yeux, ne payez pas les vessies, les prix des lanternes et continuez de faire la cuisine surtout. Salut!